n'ai pas la tâche facile parce que je vais vous parler de votre propre disparition, de votre extinction programmée, y compris la mienne en tant que manager, à condition que, si on ne se réinvente pas. Vers un leadership positif, parce que la position basse, l'humilité, m'impose ce point d'interrogation. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit la voie idéale dans les organisations au sens large, mais il me semble, et je vais tâcher pendant cette heure avec vous, heure et quart, puisqu'il y aura un temps de, j'espère, d'échange avec vous, de vous donner quelques preuves, quelques convictions profondes sur ce que pourrait être le leadership dans ce monde digital et ce siècle naissant. D'ailleurs, le titre de la conférence aurait pu être celui-ci. Non, mais vraiment, a-t-on encore besoin de leaders dans un monde digital? Vraiment, je me pose la question régulièrement. Alors, le message que j'aimerais vous faire passer dans cette heure, c'est le suivant. Pour inventer la ville de demain, vous devez vous réinventer totalement et changer de logiciel de leadership. Mais en partant de vous-même. C'est le concept même du leader positif, c'est un leadership qui vient de l'intérieur vers l'extérieur de soi. En écoutant pendant plus d'une heure ces introductions-là de vos équipes dirigeantes, je me suis dit, mais finalement, au fond, le discours est quasiment le même que pour n'importe quelle organisation. Vous avez parlé de collectif, de co-construction, de talent, de gouvernance, de télétravail, de coworking, de QVT, etc., etc. Et là, ici, je remercie déjà la présence de Christophe André, qui est le directeur RSE de Sanofi Pasteur, avec qui nous menons des recherches scientifiques dans les organisations. Mais peu ou prou, vous êtes une organisation et vous utilisez les mêmes codes que n'importe quelle entreprise. Et je trouve ça très bien et très sain. Donc, mon intention, c'est important de fixer l'objectif dès le départ. Quelle est mon intention? C'est vraiment de partager quelques clés modestement, des convictions profondes, pour peut-être vous permettre de réfléchir en partant de vous-même sur la manière au fond d'être un manager. Donc en aucun cas c'est une leçon de management incantatoire à coup de prosélytisme. Non, pas du tout. Et la deuxième intention, c'est de partager 5 ans de recherche scientifique auprès d'une trentaine d'organisations, 800 personnes, sur le leadership positif. Et puisqu'on utilise notamment la psychologie positive, on y reviendra dans ce modèle de leadership, je voudrais exprimer ma gratitude. La gratitude, c'est un puissant sentiment de reconnaissance envers quelqu'un ou quelque chose de qui on a reçu un bienfait. Donc j'exprime ma gratitude à Jean-Gabriel Madinier, bien sûr, Olivier Nice, que je viens de découvrir, Pierre-Yves Collot, formidable, avec Edith, son équipe. Vous savez, tous ces gens, entre guillemets, il le prendra très bien de l'ombre, mais qui font que ça marche. Et donc c'est pour ça que cette lumière, elle est paritaire pour moi. Il n'y a pas quelqu'un qui est sur scène et qui se prend les projecteurs et qu'on écoute religieusement. Non, il y a vous, et c'est même vous qui êtes le plus important dans cette conférence. Évidemment, Quentin Bardinet, Mylène Martinez et Christophe, qui est là, Christophe André. Alors, comment démarrer? Je vais vous faire une confidence et ce que je vous propose, c'est une conférence dite interactive. C'est-à-dire que je vais vous solliciter plusieurs fois pendant la conférence. Je voudrais vous faire une confidence, mais avant, j'aimerais que vous m'en fassiez une autre. Levez la main celles et ceux qui trouvent qu'en tant que cadre ou manager, c'est compliqué, c'est difficile de se transformer. Levez la main pour qui c'est difficile de se transformer. Soyez honnêtes, hein, on n'est pas obligé de l'être. Mais est-ce que c'est compliqué? Eh bien, ma confidence, c'est que moi aussi, je trouve que c'est difficile de se transformer. Et je vais vous parler de recherches passionnantes, de rencontres décisives, de dirigeants, de sages, de scientifiques, qui ont radicalement changé ma manière de travailler, de me comporter, d'interagir avec les autres. Voilà peut-être un premier point, c'est que j'aimerais que vous preniez 30 secondes de votre temps pour échanger avec votre voisin, votre voisine, là, maintenant, sur qu'est-ce que vous trouvez de plus difficile dans votre rôle d'encadrant à la métropole aujourd'hui. Allez, 30 secondes, tournez-vous vers votre voisin, votre voisine. Qu'est-ce que vous trouvez, là, chez vous, de plus difficile dans votre rôle d'encadrant à la métropole? C'est parti.
Je ne sais pas si les micros sont déjà en circulation, mais qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué dans votre job au quotidien aujourd'hui à la métropole en tant qu'encadrant? Vous diriez quoi? Qui souhaite s'exprimer? Un mot ou deux? J'ai le micro. Oui, Jean-Luc Garin, DUCV. J'évoquais le sujet avec ma collègue. On est un peu perclus par les injonctions contradictoires qui nous arrivent de toutes parts, que ce soit de la base, que ce soit de la direction ou parfois de nous-mêmes. Oui. Qui se reconnaît? Levez la main dans ces injonctions contradictoires. Ouais. Bienvenue au club. Nous baignons dans un monde d'injonctions paradoxales, contradictoires. J'y reviendrai. Pardon pour la frustration, madame, mais vous aurez la main. Je ne suis pas frustrée. Vous avez trouvé le micro. Génial. Dites-nous. Donc, Géraldine Mercier, au niveau de la direction de la prévention et de la protection de l'enfance. En fait, à mon arrivée de la métropole, depuis 2015, je n'ai jamais eu une équipe au complet. Sur une équipe de 5 personnes, il y a encore 2 personnes absentes. Et ça roule, ça continue. Et j'ai du mal à me mobiliser moi-même par des périodes de déception et d'incertitude. Et puis de mobiliser mes équipes pour leur dire que ça ne va pas durer longtemps, parce que ça dure depuis quelques temps. Voilà. D'accord. Et qu'en plus, effectivement, il y a des fois, on lance des notes pour avoir des réponses. Et pareil, on n'a pas de réponse, on essaye de faire avec, mais c'est compliqué. Merci infiniment pour votre témoignage très franc, très direct. On peut l'applaudir. J'entends souvent, il n'y a pas de langue de bois, c'est bien, c'est encore mieux de l'incarner, de le dire comme ça. Malheureusement, on aura un petit temps d'échange juste après, mais là, on prend 2 points essentiels. Comment on baigne, comment on surnage dans un monde de paradoxes ou d'injonctions paradoxales. Et là, peut-être, c'est la notion d'engagement. D'engagement de soi, de motivation de soi et de son équipe. Puisque si les personnes sont parfois absentes, c'est peut-être qu'il y a des vraies raisons de questions sur l'engagement. On va y revenir. Vous avez sûrement le job le plus difficile, je le dis très honnêtement, et ce qui est vrai dans une collectivité est vrai aussi pour une entreprise privée. C'est encadrant, manager. Je voudrais vous donner quelques clés. D'abord, la première, c'est que vous n'êtes pas les seuls. C'est-à-dire que il y a un certain nombre d'organisations privées, publiques, qui sont en permanence dans la difficulté de se transformer. Je voudrais vous donner juste un exemple qui vous parle sûrement. J'ai été fondé en 2000, il faut deviner le nom de la boîte, mais c'est super simple. J'ai été fondé en 2008, je fête mes 10 ans aujourd'hui. J'emploie moins de 2000 personnes et je possède aucun logement. Pourtant, je propose 1,5 million de logements dans 34 000 villes. Je suis. Bravo. 10 ans. 10 ans et pourtant déjà la 2e plus forte valorisation du secteur au monde, plus de 25 milliards de dollars. Pas encore rentable, en tout cas voilà la valorisation. Puisqu'on est ici au cœur des villes, des territoires, regardez comment voulez-vous lutter quand vous êtes Accor, Marriott, etc. En orange, l'offre Airbnb. En noir, l'offre hôtelière classique. Donc, mon point, c'est juste d'illustrer que la question, c'est plus de est-ce qu'il faut se transformer ou pas. La question, c'est à quelle vitesse doit-on se transformer, y compris pour une collectivité comme la vôtre. Deuxième illustration, John Chambers, c'est l'ex-président de Cisco, qui dit que la révolution digitale sera profonde. Il estime que 40% du business, j'aime pas trop ce mot devant vous, mais je l'emploie quand même, aujourd'hui n'existera plus dans 10 ans. Et à l'inverse, qui a des enfants en maternelle? Levez la main actuellement. Ouais, génial, super. Notre avenir. Eh bien, 65% des métiers de vos enfants, mesdames et messieurs, qui exerceront vos enfants, n'existent pas encore. Et je pense que l'autre conférencier va en parler. Troisième illustration, c'est pour vous montrer qu'une ville, une métropole, c'est comme n'importe quelle organisation, elle doit se réinventer au risque peut-être de mourir ou disparaître. Les cimetières sont remplis d'entreprises qui n'avaient pas vu le vent tourner. Là, je donne 3 exemples, Kodak, Nokia, BlackBerry. Dans les 3 cas, ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est ça. D'accord ? Donc, cette myopie stratégique, tout le monde peut l'avoir, y compris à la tête d'une grande métropole comme la nôtre. Donc, on peut continuer, et je ne vais pas abuser de ce temps.
Les SNCF, les Danone, les L'Oréal, les Michelin, les Sociétés Générales, toutes les grandes boîtes du CAC se posent les mêmes questions que vous, avec les mêmes termes que vous, je vous le garantis. Donc, vous n'êtes pas les seuls. Mon deuxième propos, c'est de vous dire, qu'est-ce qu'un leader? Parce que finalement, là, on parle de manager, d'encadrant. Moi, je préfère parler de leader. Et pour cette conférence, je propose de considérer que ce sont les mêmes termes, même s'il y a des différences. Parce qu'au finalement, on est leader toujours de soi, de quelqu'un, d'une équipe ou d'une organisation. Fondamentalement, un leader, c'est quelqu'un qui a 4 grandes caractéristiques. D'abord, il porte une vision, c'est-à-dire où est-ce qu'on veut aller. Et là, quand j'écoute les plans pluriannuels de la métropole, il y a, je crois, une forme d'incarnation de quelle ville, quel territoire nous voulons être en 2025, 2030 et au-delà. Porter une vision, mais aussi proposer des objectifs et des étapes pour les atteindre. 3, jouer, s'appuyer sur un collectif. Et 4, ce qu'on appelle l'incarnation, c'est-à-dire être capable de porter, d'incarner véritablement cette vision. Sauf que être un leader dans un environnement qui maintenant, et depuis quelque temps, et c'est parti pour durer, est éminemment paradoxal, pour le moins incertain, éminemment complexe, et puis surtout qui s'accélère. Et je vais revenir sur cette notion de temps, de rapport au temps. Alors, je crois qu'il faut revoir radicalement la posture de qu'est-ce qu'être un leader dans un monde digital. Et je propose une métaphore. La métaphore du surfeur. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez tenté d'essayer de surfer. C'est extrêmement compliqué. Donc, être un leader, ce n'est pas lutter contre les grosses vagues de transformation perpétuelle, de plus en plus rapides, de plus en plus grosses, mais c'est plutôt accepter de les surfer, c'est-à-dire de faire preuve d'humilité, de remise en question, sans relâche, souvent seul, mais de s'y remettre et s'y remettre en permanence. Voilà. Une espèce d'agilité de tous les instants. Alors, voilà, je voudrais vous proposer modestement 2 clés du leader positif. Oser l'attention, oser l'intelligence du cœur. Et on va tâcher de couvrir ces 2 sujets qui, je crois, il y a des clés très intéressantes, très concrètes que vous pourriez peut-être utiliser. D'abord, l'attention. Je voudrais vous faire part d'une anecdote. J'étais en voyage avec ma famille à l'étranger et le matin, on va à petit déjeuner et à gauche de notre table, il y avait, je crois, 4 Américains qui étaient à peu près dans cette position-là. C'est-à-dire que tous les 4, ils avaient un écran de téléphone, smartphone ou de tablette et chacun un casque et ils petit déjeuner ensemble, entre guillemets. Ils étaient seuls ensemble. Et cette vision m'a vraiment glacé d'effroi et je me suis dit, à ce moment-là, est-ce que la qualité de présence, d'attention à soi, aux autres, ne serait pas peut-être la qualité numéro 1 du leader de demain? Je vais tâcher de décliner maintenant ce point. On peut définir la conscience de soi comme la capacité à connaître finement ses pensées, ses sensations physiques, ses actes, ses ressentis, et en faire un objet de réflexion intime, personnel et bienveillant. Donc voilà, cette conscience de soi me semble essentielle. Je voudrais illustrer donc les bénéfices de l'attention. Ça a été dit tout à l'heure par Jean-Gabriel Madinier. Nous sommes dans une économie du profit, de la quête du profit à court terme, une économie frénétique, exclusive et non pas inclusive. Peut-être que nous rentrons dans une économie de l'attention. En tout cas, je le formule de mes vœux les plus chers. Il y a 2 grands types de bénéfices à l'attention. D'abord, ce qu'on appelle la cognition et 2, les émotions. Et je vais y revenir. Les bénéfices de l'attention, c'est d'abord cette capacité qui nous permet de mieux nous concentrer, de mieux réagir à un changement d'environnement, d'augmenter nos connaissances, évidemment, et puis aussi de progresser, de se développer. Mais l'attention, et rentrons dans le concret maintenant, l'attention, c'est aussi un moyen, je crois utile, de réduire ce qu'on appelle le vagabondage mental. À gauche, un esprit obstrué par des pensées telles ces singes qui sautent de branche en branche, comme si nous, dans notre esprit, dans notre cerveau, nous zappions d'une idée à l'autre en permanence. Cette stabilité attentionnelle, par l'entraînement, réduit donc ce vagabondage mental pour gagner finalement en calme mental, en discernement, vous savez, en clarté de vue, d'esprit. Pourquoi je me lève vraiment le matin? Quelle cause j'ai envie de servir? D'ailleurs, on parle de service public, et j'ai failli faire la même section que sur les bancs de la rue Saint-Guillaume à Paris, j'ai failli faire service public.
j'ai fait une autre section. Mais parce que servir, pour moi, c'est même la définition du leader. Qui est-ce que je sers? Vous servez des usagers, mais nous servons tous des communautés. Et en tant que cadre, que manager, dans cette belle métropole, posons-nous la question, qui dois-je servir? Un chiffre qui m'a vraiment frappé. Nous sommes à Harvard Business School, enquête sur 5000 collaborateurs, 5000 personnes prises, et ils leur demandent, à ces 5000 personnes, au fond, à quoi vous êtes en train de penser? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire et vous sentez-vous heureux ou pas heureux? D'accord? Eh bien, ce chiffre m'a vraiment frappé. Sachez qu'à 47% de notre temps, notre esprit vagabonde, mais de manière anxiogène, c'est-à-dire pris dans la rumination de situations passées, peut-être des réunions difficiles, des arbitrages compliqués, ou alors dans la projection anxiogène d'un futur que personne ne maîtrise. Nous sommes dans l'incertitude. Donc ce qui est important, c'est que notre esprit, en tant que manager, que cadre, est notre meilleur ami comme notre pire ennemi. Et si on apprend à le domestiquer, à le dompter, alors on peut peut-être basculer dans les 53% de vagabondage mental, mais positif et pas anxiogène. Ça peut donner, le vagabondage mental, ce genre de situation, vous reconnaîtrez peut-être, même si, comme moi, vous ne jouez pas au golf. Hein, voilà, donc, ça peut peut-être résonner chez nous. On est au travail, mais notre esprit vagabond. Alors là, en l'occurrence, peut-être de manière positive. Mais ça peut aussi donner ce genre de situation. Alors, t'as vu ce qu'a fait papa? C'est pas mal, hein? Regarde ça. Ah, j'ai oublié l'imprimante. Viens faire l'imprimante. Allez, viens faire l'imprimante. Hashtag lâcher prise, déconnecté. Alors on peut en sourire, mais moi le premier, je me suis, bon, pas à l'extrême comme ça, mais parfois je me retrouve dans des week-ends ou des situations de vacances où mon esprit, mon corps est physiquement présent dans ce lieu idyllique, mais mon esprit, lui, est encore ailleurs. Donc là, on en sourit parce que c'est une campagne virale du Club Med, mais rendons-nous compte que notre esprit, souvent, peut vagabonder. Alors, encore une fois, sans prosélytisme et avec énormément d'humilité, il se trouve que nous pouvons, mais pourquoi est-ce qu'on peut remettre un peu de lumière, chef en régie, s'il vous plaît? On peut se remettre ce beau public éclairé, et qui m'éclaire aussi. Alors, on peut entraîner notre esprit. On peut véritablement pratiquer le fitness mental, pour jargonner en anglais. Qu'est-ce que c'est que la présence attentive? C'est finalement notre capacité au fond à, de manière délibérée, centrer notre attention dans l'instant présent. Et ce, en essayant de suspendre notre jugement. Vous savez, nous sommes des machines conditionnées à juger, classer, catégoriser, comparer en permanence. Et ça, c'est parfois insupportable. Donc, si on arrive à suspendre notre jugement par l'entraînement, on arrive peut-être à retrouver un esprit lui-même plus calme, plus apaisé, plus lucide. Et au fond, la vérité, c'est que si nous montrons beaucoup plus de compassion envers nos smartphones, oh là là, vite, la batterie s'épuise, mais si on consacrait cette même compassion à nous-mêmes, peut-être que le monde irait mieux, mais ce n'est qu'une hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse. Alors, l'attention, ça se muscle pour gagner en concentration, en stabilité attentionnelle, en mémorisation. Et là, il y a un vrai bénéfice très concret dans nos organisations et évidemment dans la vôtre. Donc, une efficacité de l'attention qui se travaille. Le professeur Antoine Lutz, qui est un Lyonnais à l'INSERM ici, a démontré que 3 mois d'entraînement mental augmente notre focus attentionnel et la durée de notre attention par rapport à un groupe contrôle. Donc, c'est avéré. Prenons une autre illustration. Est-ce qu'il vous arrive, comme moi, et soyez honnête, comme vous l'êtes depuis le début, de prendre un transport en commun ou d'être dans votre voiture et d'avoir votre esprit qui a vagabondé au point de vous dire « Tiens, je suis déjà arrivé, je n'ai pas vu le temps passer ». Levez la main à qui ça arrive de temps en temps. Voilà, merci, bienvenue au club. C'est ce qu'on appelle le pilote automatique. En permanence, tous les jours, plus ou moins, nous nous comportons en pilote automatique. Donc, arriver à débrancher ce pilote automatique et réduire, au fond, le temps entre le stimulus et la réponse, c'est quelque part redevenir un peu plus vivant, un peu plus présent. Alors, ce qui est intéressant, c'est de prendre la comparaison avec les animaux.
Vous savez que nos pensées sont à l'origine de la plupart de nos problèmes, entre guillemets. La grosse différence entre le zèbre et nous, c'est que le zèbre, lui, il a un gros coup de stress, une grosse montée du taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, parce qu'il va probablement se faire manger par cette lionne, probablement. Mais c'est aussi possible que la lionne s'arrête et aille chasser un autre zèbre. Donc le zèbre, taux de cortisol énorme, mais juste après, il y a de bonnes chances que ce zèbre redevienne absolument normal, calme et relax. La différence avec nous, êtres humains, c'est que nous, on est en permanence en train de ruminer pourquoi le zèbre, pourquoi je n'ai pas été bouffé ou j'ai failli me faire bouffer, pourquoi moi, etc. etc., etc. Alors, quand on sait qu'on a 30 000 pensées par jour, j'ai fait le calcul sur 50 ans, à peu près 550 millions de pensées, je trouve que ça vaudrait le coup d'entraîner notre esprit à identifier nos pensées un peu toxiques pour mieux les mettre à distance. Je crois que ça en vaudrait grandement le coup. Une autre application très concrète du centrage de l'attention, de l'entraînement mental, c'est de repérer ce qu'on appelle les monologues intérieurs négatifs. On en a tous les jours, tout le temps. Je vous en ai mis quelques-uns. Là, on voit par exemple, tiens, j'ai le sentiment de ne pas être à la hauteur. Envers, il ou elle va encore le privilégier. En jeu de pouvoir, jeu politique, arbitrage. Ça veut dire que je perds le pouvoir. Ça va être la guerre entre unités. Ça, c'est un verbatim extrait d'une grande entreprise publique dont je vais taire le nom, que l'on accompagne. Les réorganisations perpétuelles génèrent des monologues intérieurs négatifs. Sauf que nos pensées ne sont pas les faits. Donc comment est-ce qu'on arrive à mieux, par l'entraînement, à repérer notre hit parade de nos monologues intérieurs négatifs quotidiens, surtout quand vous êtes encadrant, pour mieux les mettre à distance et se recentrer sur le vrai, sur le réel. Voilà. Autre illustration, ce qu'on appelle les biais cognitifs. Pardon de jargonner, je ne suis pas neuroscientifique, mais on travaille avec des neuroscientifiques. Le biais cognitif, c'est un mécanisme cérébral qui mobilise, vous savez, intuition, expérience, nos émotions, au détriment du raisonnement vraiment rationnel. Et on en est tous l'objet de ces biais cognitifs. Donc on peut prendre des décisions peut-être plus rapides, mais peut-être plus erronées. Et donc notre cerveau peut prendre de mauvaises décisions. En gros, c'est ça que ça veut dire. Voici un extrait, c'est pas très visuel, pardon, mais voici un extrait des principaux biais cognitifs, biais de négativité, la pensée unique du groupe, la dissonance cognitive, pour revenir sur les paradoxes, c'est-à-dire au fond, tout faire inconsciemment pour que la réalité soit conforme à nos croyances, nos convictions, quitte à ne pas voir la réalité. Il y a beaucoup de biais, notamment dans les recrutements. C'est pour ça que les recrutements sans CV ou anonymisés sont en forte hausse, parce que justement, elles évitent un certain nombre de biais. Je vais vous faire écouter un extrait d'un témoignage d'un professeur de neurologie qui s'appelle le professeur Philippe Damier, avec qui nous travaillons. C'est vrai, Philippe, parfois, pour un dirigeant, avoir deux points de vue contradictoires ou antinomiques peut créer de la confusion. Il faut l'admettre, parfois, le dirigeant a tendance à nier ou sous-évaluer l'arrivée d'un concurrent digital ou la baisse d'un cours de bourse. Est-ce que tu peux nous développer un peu ce point ? Le dirigeant, effectivement, il est dans la croyance que son entreprise est solide, n'a rien à craindre, et ça, c'est sa croyance intime. Et puis, s'il est confronté à ces évidences environnementales, qu'il y a un danger potentiel, baisse du cours de bourse, arrivée d'un concurrent, eh bien, dans son cerveau s'allument les systèmes émotionnels, l'amygdale, le cortex orbitofrontal, qui lui indiquent qu'il y a un danger. Et c'est là qu'il y a dissonance cognitive. Il est en souffrance parce qu'il y a cette contradiction, cette croyance forte que son entreprise est solide et ces signaux de danger potentiel. Et la manière habituelle de le résoudre, c'est de nier la réalité et du coup d'être conforté dans ses croyances que son entreprise est forte et ne craint rien. Et on imagine facilement les conséquences négatives que ça peut avoir. Si le même chef d'entreprise avait analysé une entreprise dans la même situation, mais sur laquelle il n'avait pas de lien personnel, à ce moment-là, il raisonnerait de façon tout à fait normale avec son cortex préfrontal dorsolatéral qui, lui, nous aide à prendre des analyses objectives et fiables. Du coup... Voilà. Bon. En gros, en clair, vous comme moi, on est tous soumis à nos biais cognitifs.
et les deux témoignages qu'on a eus tout à l'heure peuvent créer de la dissonance interne. Et comment on vit la dissonance? Mal. D'accord? Donc, c'est intéressant de travailler sur nos biais cognitifs, encore une fois, comme les monologues internégatifs, pour mieux les repérer et les mettre à distance, et prendre peut-être des décisions et assumer des décisions peut-être plus justes, plus responsables aussi. Donc, la capacité à se connaître et accepter finalement que l'ancien monde disparaisse et que le nouveau qui émerge apparaît, c'est faire preuve de ce qu'on appelle de flexibilité cognitive, s'ouvrir aux idées qui ne sont pas les nôtres. Et j'y inclus dedans l'acceptation de la diversité. Tout à l'heure a été montré plusieurs initiatives au sein de la métropole sur le handicap, la pauvreté, l'intégration sociale. C'est aussi ça, c'est s'ouvrir à un monde nouveau, naissant, sans se remettre radicalement en question, accepter. Et puis il y a un autre enjeu sur lequel j'aimerais vraiment passer quelques minutes. Vous connaissez tous, et on en a parlé, David Kimmelfen en a parlé, le réchauffement climatique, l'urgence environnementale et climatique. Moi, je voudrais vous parler d'un autre réchauffement qui est au moins aussi important. L'Organisation mondiale de la santé parle du fléau du siècle, les maladies mentales. La santé mentale de nos concitoyens, ici dans ce beau pays ou en dehors, devient un enjeu mondial. Pourquoi? Parce que là-haut, ça chauffe, ça brûle aussi. Regardez, est-ce que votre esprit est plutôt à gauche, et pardon pour le jargon anglais, mindful, complet, saturé, la charge mentale cognitive n'a jamais été aussi haute de tout temps. Ou est-ce qu'au contraire, nous sommes mindful, c'est-à-dire pleinement présents? C'est une question qu'on peut se poser, qu'on doit se poser. Notre charge mentale est absolument élevée. Alors là, je vais vous donner en batterie d'ailleurs, une série de faits qui, moi, on vous enverra évidemment tous les documents si vous le souhaitez, qui me frappent en permanence. Et ce n'est que le début. Saviez-vous, par exemple, qu'en moyenne, nous recevons 10 fois plus d'informations qu'il y a 15 ans. On parle donc d'infobésité, un néologisme, un de plus. C'est un raz-de-marée informationnel, une information numérique qui double tous les 4 ans. Et donc ce bombardement informationnel, il est hautement anxiogène. Il ronge même les organisations. On parle de désinformation, fake news, ou de surinformation, infobésité. Et au final, on en oublie finalement l'information. Le problème de ce bombardement informationnel, c'est qu'il est très anxiogène, il a une conséquence, et peut-être que vous posez la question, vais-je réussir à traiter toutes ces infos d'ici ce soir? Et même me décider. Donc le problème, c'est qu'on recule avec cette infobésité la prise de décision. Donc la surinformation consume véritablement notre capital attentionnel, et je tiens beaucoup à ce mot-là. Un capital précieux, très précieux, le capital d'attention. Plus l'information est pléthorique, plus notre attention s'appauvrit. C'est absolument corrélé. Qui connaît Yuval Harari? Vous n'êtes pas obligé de le connaître, c'est un historien, voilà, voilà. Je vous conseille de lire, peut-être à offrir pour Noël, c'est vraiment un type formidable. Et il a écrit Homo sapiens, Homo Deus, et là récemment les 21 leçons pour notre monde. Et il dit un truc intéressant. Il dit qu'avant, quand je dis avant, c'est le siècle d'avant, hein, c'est le XXe siècle. Avant, le vrai pouvoir, rappelez-vous peut-être pour certains, c'était de retenir l'information, la rétention d'information. Aujourd'hui, la censure, en fait, consiste, au fond, à inonder les gens de surinformation ou de désinformation. Donc le rôle des leaders, votre rôle, notre rôle à nous, c'est de trouver la bonne information pour prendre les bonnes décisions et engager nos collaborateurs. Allez, on continue le tableau. Saviez-vous également qu'en moyenne, vous passez, c'est une recherche qui le dit, 40% du temps à traiter l'information. C'est beaucoup, beaucoup trop. Donc, il y a un phénomène de cyberdépendance, et encore un néologisme, encore un jargon, c'est le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de louper une information. Et vous le savez, moi je suis dans ces 6 à 10%, mais je me soigne, je me traite, c'est la peur de louper une information qui serait la dernière information pour justement prendre peut-être d'autres décisions. Donc c'est vraiment anxiogène parce qu'on vit en fait dans un futur immédiat qui est angoissant. Et cette conséquence de cette pollution informationnelle, c'est qu'elle freine à nouveau le processus décisionnel. On se rassure davantage en cherchant de l'info et on recule la prise de décision, puis elle génère un coût qui était estimé par un cabinet américain à 900 000
milliards de dollars. Voilà. Pour revenir sur votre témoignage, monsieur ou madame, tout à l'heure, il y a un double flux que les futurologues expliquent très bien, Joël de René et autres. C'est ce flux de temps dont on a le sentiment qu'il est de plus en plus rare, vrai ou faux? Enfin, or, que je sache, vous avez comme moi 24 heures par jour. Ouais. Donc on a le sentiment que ce temps est de plus en plus rare et donc précieux. Par contre, l'information est pléthorique. Et ce double flux contradictoire est une des causes du burn-out et de l'épuisement dans les organisations. C'est un vrai sujet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après l'infobésité, il faut regarder ce qu'on appelle la distraction digitale. Levez la main ceux qui ont honnêtement, et j'en prendrai absolument pas ombrage, tripoté ou qui tripotent actuellement leur doudou digital. Levez la main. Je ne vous en veux pas. C'est normal. Pourquoi? Parce que, en moyenne, ce chiffre est terrifiant, en moyenne, nous sommes interrompus en moyenne toutes les 3 minutes, 1 minute au travail. Parfois, c'est 1 minute pour nos ados. Regardez-les, observez-les, parfois ça me fout le cafard. Alors, le problème de la distraction, notamment digitale, c'est qu'elle génère 3 conséquences. La première, c'est que pour se reconcentrer sur la tâche ou la relation, quand on est interrompu ne serait-ce qu'1 minute, il faut parfois jusqu'à 23 minutes pour retrouver le même niveau de concentration. Donc imaginez les gisements de déperdition d'efficacité au travail à cause de ces interruptions. Donc cet effort réclame concentration et énergie. Deuxième conséquence, c'est que la distraction digitale baisse la qualité de mon travail. Il faut savoir que le taux d'erreur augmente jusqu'à 50%, peut augmenter jusqu'à 50%, et tenez-vous bien, on peut perdre jusqu'à 10 points de QI, quand même pas rien, à cause de cette distraction digitale. Et troisièmement, cette distraction augmente notre stress, on a vraiment le sentiment d'être submergé, d'être pressé par le temps. Donc, on peut écouter l'experte mondiale de la distraction digitale quelques minutes pour nous alerter. Je pense que les gens font plusieurs choses à la fois, depuis longtemps déjà. Ils répondent au téléphone, ils écoutent la radio. Mais ce qui est différent aujourd'hui sur le lieu de travail, c'est que les gens ont accès, via les médias numériques, à beaucoup plus d'informations, à une vitesse sans précédent dans l'histoire. Les gens sont en burn-out, parce qu'à chaque fois qu'ils doivent changer de tâche, c'est une épreuve. Et ça montre que le mode multitâche et les interruptions qu'il impose créent du stress et une surcharge cognitive. Voilà, on parle de technostress. C'est fou, tous ces néologismes à cause de cette révolution digitale qui, pourtant, porte en elle tellement d'espoir et qui prouve déjà qu'elle apporte des solutions à nos défis colossaux. Bon, donc le technostress, 22% des Français seraient nomophobes. Pardon, j'abuse un peu des néologismes. Nomophobe, c'est, vous savez, c'est ces réflexes. Hein, vous voyez ce que je veux dire? La peur d'être séparé de son portable. Terrible. Donc c'est un impact négatif, cette nomophobie. Un test a été fait auprès de 200 étudiants qui montrait que ces étudiants séparés de leur portable augmentaient significativement leur rythme cardiaque, leur sudation, leur pression artérielle, leur anxiété, et étaient diminués psychologiquement. Non mais on en rit, c'est effroyable quand on y pense. Donc, et moi le premier, je travaille à de la détox digitale régulièrement. Là je suis obligé de l'avoir parce qu'effectivement, j'aurais pu regarder ma montre, mais comme elle est noire et je ne vois rien, je préfère regarder mon téléphone portable pour tenir le temps et honorer notre contrat. Donc, si encore une fois, on consacrait plus d'attention et de compassion envers les autres qu'envers nos smartphones, ce n'est qu'une hypothèse, je pense que le monde irait mieux. Et enfin, le quatrième marqueur, c'est, alors là, il faut combattre une espèce de croyance répandue, c'est qu'il faut être multitâche. Et là, il y a multitude de preuves d'expérience qui montrent qu'on est moins efficace, on est même moins heureux quand on est multitâche. Donc répondre à ses mails pendant une réunion, lire un SMS pendant conversation, faire des recherches sur Internet tout en parlant au téléphone, vous voyez exactement ce que je veux dire. Ça génère ce qu'on appelle de l'APC, l'attention partielle continue, c'est-à-dire d'être sur plusieurs sujets à la fois sans être vraiment à fond sur un sujet. Vous me suivez? Et ça, moi, je ne sais pas vous, mais moi, à la fin de la journée, ça génère une forme de trac, d'anxiété. Pas le sentiment d'avoir été au bout des choses. Vous voyez ce que je veux dire? L'attention partielle continue.
Et cette attention partielle continue impacte négativement nos ressources cognitives. Elle augmente le risque d'erreur jusqu'à 40% selon les chercheurs. Voilà, écoutons un autre expert. C'est une question qui intéresse Francis Eustache, chercheur à Caen en neuropsychologie. Pour le scientifique, il est indispensable de laisser à notre cerveau la possibilité de se déconnecter. Les nouvelles technologies de l'information, c'est un moyen d'accès à la connaissance qui est fabuleux. En même temps, je pense qu'il faut qu'on ait cette réflexion sur notre vie quotidienne, mais aussi sur l'impact sur le fonctionnement de notre cerveau. Les sollicitations continuelles des outils numériques empêchent notre cerveau de faire les pauses dont il a besoin. Or, dans notre cerveau, il existe un réseau de neurones pour lequel ces pauses sont indispensables, le réseau par défaut. C'est un réseau qui s'active en fait quand le cerveau est au repos, quand on ne fait pas grand-chose, mais on n'est pas du tout dans un mode où on est endormi ou somnolent. Quand nos pensées vagabondent et que nous n'avons pas l'air très actifs, le cerveau, lui, continue de travailler, mais différemment. Un réseau de neurones spécifiques s'active, le réseau par défaut. C'est lui qui fait tout le travail quand nous ne sommes pas concentrés sur une tâche précise, comme calculer ou écrire un mail. Voilà, bon, ok, éclairage intéressant. On va parler après des pauses mentales dans nos organisations. Avant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, moi, il y en a un schéma très simple qui m'a énormément aidé depuis une dizaine d'années. Comme certains d'entre vous, peut-être, je porte encore beaucoup sur moi. Changer le monde, ok, on est tous d'accord pour changer le monde, etc. Puis je me suis convaincu que c'était peut-être plus intéressant d'agir sur ce que j'appelle la zone d'influence, là où je peux agir, et être spectateur là où je ne pouvais pas agir. Et ça donne une matrice aussi simple que celle-ci, et ça peut être une astuce pour vous. Eh bien, je peux vraiment catégoriser les sujets sur les thèmes sur lesquels je peux agir et l'autre où je ne peux être que spectateur. Et qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui était moins important? Mais finalement, l'enjeu, il est là. Quel temps, quelle énergie je consacre là où je peux agir véritablement par rapport à là où je ne peux pas agir? Donc, on peut doser. Vous savez, la vraie question, ce n'est pas tant le rapport au temps, c'est le rapport à l'énergie que l'on met dans nos activités. L'énergie, la passion, l'engagement que nous mettons dans nos activités. Et donc, on a un capital précieux qu'il faut allouer. Eh bien, peut-être que cette clé entre zone spectateur et zone d'influence peut nous aider. Du coup, j'en viens donc à cette nécessité que notre charge mentale impose, qui n'a jamais été aussi élevée, c'est de faire des temps d'oxygénation. Et je vous garantis que ce n'était pas travaillé d'avance avec le thème de cette conférence. Et redécouvrir au fond l'art de la lenteur. Mais permettez-moi de vous donner quelques exemples très concrets. Ce monsieur, c'est le patron de LinkedIn. Levez la main ceux qui ont un compte LinkedIn dans la salle. Nous sommes plus de 600 millions dans le monde, rachetés par Microsoft, 23 milliards de dollars. Oui, je crois que c'est ça, 23 milliards de dollars rachetés par Microsoft. Eh bien, ce monsieur-là, son acte de management le plus important, c'est de prendre 3 minutes pour se centrer sur son souffle, sur sa respiration. Peut-être probablement pour se réoxygéner, se reconnecter à lui-même et puis prendre et assumer de meilleures décisions. Parce que ce qui se passe quand on est sous stress, et vous le savez, je vais passer très vite là-dessus, c'est que sous stress, et vous l'êtes, je le suis, on perd beaucoup de moyens, on réduit notre champ d'attention. Psychologiquement, on est plus fragile, on est plus réactif émotionnellement, etc., etc. Donc ça vaut le coup de creuser cette qualité d'attention pour mieux supporter les phases régulières de stress. Mais vous savez aussi que l'attention, c'est le socle, c'est l'antichambre de l'empathie. Et j'ai vu le mot bienveillance tout à l'heure dans un certain nombre de grandes lignes, dans l'encadrement et ce que vous voulez développer. Hein, le mot bienveillance, parfois à outrance. L'empathie, c'est vraiment l'antichambre. L'empathie, c'est vraiment la capacité à rentrer en résonance affective avec les sentiments d'autrui. Nous reconnaissons ce que l'autre ressent et nous entrons en résonance avec ses sentiments, mais sans forcément se faire, entre guillemets, contaminer par les sentiments de l'autre.
Sinon, c'est de la détresse émotionnelle. Eh bien, l'empathie, je pense que c'est aussi une qualité fondamentale des cadres, des managers et des leaders de demain. Voilà, vraiment. Donc, l'empathie peut entraîner une motivation altruiste et elle est la base, l'empathie. L'attention et l'empathie sont la base de l'intelligence dite socio-émotionnelle. Je vais y revenir. Alors, je voudrais vous montrer un exemple de recherche que nous avons menée, notamment chez Sanofi Pasteur, qui consiste en fait à vérifier, comprendre en quoi est-ce que l'entraînement mental et la psychologie positive des managers, ici, des cadres, permettrait de développer des qualités comme l'empathie, la compassion, l'attention, qui elles-mêmes ruisselleraient, vous me permettrez ce terme, positivement sur leurs collaborateurs. Donc l'impact d'un leadership positif, en termes de bénéfices intrapersonnels pour soi, le cadre, mais aussi pour ses collaborateurs. Eh bien, cette recherche est absolument époustouflante et tellement porteuse d'espoir. C'était notre hypothèse, c'est qu'un manager qui développerait par lui-même des qualités d'attention, d'empathie, voire de compassion, ce n'est pas un gros mot, je l'affirme, eh bien, ça générerait, via le sentiment de justice perçu par les collaborateurs, davantage de reconnaissance, davantage de bien-être. Et on a mesuré aussi que ça générait aussi du réengagement, peut-être pour madame, qui évoquait tout à l'heure la motivation d'une partie de son équipe. Deuxième illustration, qui a été évoquée lors de la nuit de l'entreprise positive que Jean-Gabriel évoquait, c'est un résultat de recherche d'une deuxième vague qui est extrêmement enthousiasmante. Après seulement 10 semaines d'entraînement, les managers qui ont suivi ce parcours déclaraient être davantage attentifs, en conscience, et que leur capacité de résonance, consonance-résonance, en gros, c'est l'authenticité, l'alignement entre qui on est à l'intérieur et qu'est-ce qu'on laisse paraître à l'extérieur, cette capacité d'alignement, générait un mieux-être relationnel de ses collaborateurs et surtout, une plus grande flexibilité, une agilité de tous les instants, peut-être pour mieux absorber les vagues successives de transformation dans nos organisations. Alors, pas d'angélisme, pas de prosélytisme, pas de miracle. Juste se dire des choses basiques, c'est que si les cadres, les managers s'entraînaient à cultiver ces qualités humaines innées en nous, d'attention, de conscience, d'empathie, de compassion, et d'alignement, alors ça génère des bienfaits aussi pour les collaborateurs. Prenons un autre exemple que j'adore prendre, parce que là, on est vraiment dans les techs, dans le digital. Voici Satya Nadella, le patron de Microsoft, qui dit une chose intéressante. Il dit que les marqueurs de la révolution digitale dans les organisations, c'est essentiellement le libre accès à l'information. Tout le monde sait au moins aussi vite et plus vite et mieux que vous à l'intérieur des organisations, donc plus de transparence, de vitesse d'exécution. Et il dit un truc essentiel. Il demande à ses 30 000 et quelques collaborateurs de passer de sachant à apprenant, de quitter définitivement leur position haute, Microsoft. Parce que l'humilité est absolument fondamentale dans ce monde dont personne ne sait de quoi il sera fait dans ne serait-ce que 10 ou 15 ans. Je vais parler, pour conclure, de l'intelligence artificielle. Donc il a fait de l'empathie la valeur centrale de la transformation du groupe Microsoft. Il dit une phrase qui m'inspire, « Les idées me stimulent, l'empathie me recentre. » Les idées me stimulent, l'empathie me recentre. Autre exemple que j'adore prendre aussi, on est aussi dans la tech, là, CEO de Slack messagerie, d'entreprise de milliards de dollars, je crois, de mémoire, de valorisation. Voici Stuart Butterfield, son PDG fondateur. Il dit un truc essentiel. La capacité d'attention et d'empathie sont des qualités fondamentales chez Slack. Il va même jusqu'à pousser, et voilà une pratique concrète que vous pourriez tout à fait mettre en place dès demain à la métropole. Il dit, voilà, si une réunion mérite toute votre attention, alors honorez-la et soyez le plus attentif possible. Si par contre une réunion ne mérite pas votre attention, dites-le, levez-vous et quittez-la. Faites l'essai, vous verrez bien. Mais c'est comme ça qu'on transforme une culture d'organisation. Nous transformons les cultures d'organisation par des processus de travail, la manière dont on interagit au quotidien.
Les grands discours, les grands mots, les grandes valeurs affichées au mur, mais jamais incarnées au quotidien dans les couloirs, ça ne marche pas. On transforme les organisations par les processus de travail. Je constate avec joie que personne ne se lève, donc c'est bon signe. Bon, donc en clair, mon premier point est majeur, et je voulais passer beaucoup de temps sur le leadership par l'attention, parlons de l'anglais, c'est, voilà, notre cerveau, on peut l'entraîner, on peut vraiment l'entraîner. Je voudrais terminer par ce qui me semble, au moins, et j'ai hésité beaucoup à choisir mes 2 points de cette conférence, mais je crois qu'ici, et après tout ce que j'ai entendu ce matin, je voudrais vous parler maintenant de l'intelligence du cœur. Et je vais tâcher de l'expliquer. L'intelligence du cœur, ça démarre d'abord par une question pour vous. Quel pourcentage d'intelligence émotionnelle compte-t-elle, selon vous, dans la performance des leaders par rapport à leur QI et leurs compétences techniques? Je répète, quel pourcentage, selon vous, explique les performances des leaders par rapport à leur QI ou leurs compétences techniques? Qui pense que c'est 20% ou moins? Levez la main. 50%. 50% de l'explication de la performance. 70%. Plus de 80%. Voilà, donc Daniel Goleman, qui est l'expert mondial de l'intelligence émotionnelle, qui a fait l'honneur et le plaisir d'être intervenant à la nuit de l'entreprise positive le 8 octobre dernier, dont la métropole est partenaire, je le rappelle, nous dit que, effectivement, les compétences socio-émotionnelles des leaders expliqueraient à 85% leur performance. Et ce chiffre ne doit pas nous surprendre. La conscience de soi, la flexibilité, l'affirmation de soi, la capacité à rentrer en résonance avec les sentiments d'autrui sans se laisser contaminer par les sentiments d'autrui sont, et vous en conviendrez, je crois, des qualités essentielles pour embarquer, pour baigner, surfer dans l'injonction paradoxale perpétuelle et retrouver une forme de lucidité. Autre illustration, j'aurais pu vous faire à nouveau le coup du lever la main. Quand on demande les leviers de satisfaction au travail, des études comme ça, il y en a tous les jours, ça en sort. Mais ça confirme, toutes convergent. En numéro 3, c'est la paye, mon bulletin de paye. En 2, est-ce que mon job est intéressant? Et en numéro 1, les relations interpersonnelles. Nous sommes des animaux sociaux, nous sommes faits pour vivre ensemble. Et ce qui nous motive le plus, en tout cas d'après cette recherche, mais je le crois, c'est la capacité à créer de la connexion sociale humaine au travail tous les jours. Donc les émotions positives, parlons-en, elles élargissent notre champ d'attention. Elles nous permettent de créer du lien, d'améliorer le fonctionnement du système immunitaire, de cultiver la relation, de développer le lien social, le soutien, d'augmenter les comportements dits altruistes, etc., etc. Les émotions positives augmentent la performance. Beaucoup de gens pensent que dans les organisations, il ne faut pas parler de bien-être, sauf si la loi nous l'impose, et tant mieux. Il ne faut pas parler de bonheur, j'en parle jamais, parce que le bonheur, c'est quelque chose de trop personnel pour le confier à un Chief Happiness Officer. Donc, vous l'avez compris, je suis absolument contre les Chief Happiness Officers. En revanche, la culture de l'entreprise, souvent se centre sur sa dimension cognitive. Vous savez, c'est des valeurs intellectuelles, des normes, comme comment penser, se comporter, innover, et rarement sur la dimension émotionnelle. Ça voudrait dire quelles sont les valeurs affectives, quelles sont les émotions à comprendre, à encourager, à modeler ou à diminuer au travail. Il y a un certain nombre d'entreprises françaises ou anglo-saxonnes qu'on peut citer qui valorisent au plus haut point la bienveillance, l'empathie, le plaisir comme valeur, on va dire, d'entreprise. Et comme par hasard, ces cultures d'émotions positives génèrent plus d'engagement, moins de burn-out, plus de joie et de créativité. Évidemment, les émotions sont contagieuses. Et la contagion émotionnelle modifie la culture de l'entreprise. Concrètement, si vous exprimez de la joie, de la créativité ou de la frustration ou de la critique, il y a de bonnes chances que vous engagiez, vous entraîniez vous-même
une culture de la joie et de la créativité ou une culture de la frustration ou de la critique. Voilà probablement et je la mets à ce stade-là, et j'ai presque fini, une information qui, moi, m'inspire énormément. C'est une recherche faite par Marcial Losada, un grand chercheur américain, qui a montré qu'il y avait un ratio d'interaction positive versus interaction négative, point de bascule, qui permettrait d'aller dans le flourishing range, c'est l'épanouissement, le bien-être. Ils sont arrivés à la conclusion, sans que ce chiffre soit absolument figé dans le marbre, qu'en moyenne, il fallait 3 interactions positives pour une négative dans n'importe quelle réunion, par exemple, pour que les gens se sentent reconnus, écoutés, en confiance, etc., etc. Donc on n'est pas en train de dire qu'il faut réduire à 0 tous ceux qui critiquent, qui râlent, qui remettent en question en permanence, mais c'est intéressant d'aller rééquilibrer le ratio d'interaction positive versus interaction négative dans les organisations. Environ 3. Voilà. 2 nouvelles recherches. Une recherche faite toujours par Harvard qui montre qu'il y a une relation mathématique entre la confiance et la performance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est intéressant parce qu'ils ont utilisé de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est ce que les mères portent naturellement dans leur sein quand elles donnent le lait à leur enfant. Et que les hommes ont également, c'est le neurotransmetteur de la relation à l'autre, de la relation sociale. Et ils sont aperçus en prélevant, en faisant des échantillons, que dans les équipes les plus performantes, c'est là où il y avait le plus de confiance. Et ça se manifestait par le taux d'ocytocine. Et le taux d'ocytocine élevé implique davantage d'engagement, de productivité, et elle augmente l'empathie. Elle augmente l'empathie, ce taux d'ocytocine. Donc, pour conclure, je voudrais donner une perspective très rapide sur l'intelligence artificielle et le lien en lien avec le leadership. Alors voici Sophia, qui veut dire sagesse en grec. Voilà, vous comprenez aussi bien que moi l'anglais, mais ce qui me frappe le plus, c'est qu'elle voudrait un jour être dans la compassion. Est-ce qu'un jour nous développerons des algorithmes de la compassion? J'espère que non. J'espère que jamais ce sera le cas. Deuxième illustration et avant-dernière information. Voici ce monsieur qui s'appelle Marc Benioff, qui est le patron de Salesforce, c'est le numéro 1 mondial de la CRM, et qui est fait venir dans ses comités de direction. Imaginez, hein, c'est pas de la futurologue, c'est la réalité du côté de la Californie. Une intelligence artificielle, un bot qui s'appelle Einstein, qui va jusqu'à, alors il le justifie comme ça, mon analyse de la situation, il y a trop de données à comprendre, maintenant ce n'est plus possible pour nos cerveaux humains de tout comprendre et tout intégrer. Et donc il fait venir, imaginez la scène, hein, une IA qui s'appelle Einstein, qui va challenger les patrons de région en leur disant attention, là tu ne veux pas tenir ton chiffre, là, etc., etc. C'est le management augmenté, version côte ouest des États-Unis. Donc demain, qu'est-ce qui empêchera qu'un robot fasse mieux qu'un dirigeant? La question que je pose. Un dirigeant de chair et d'os qui fasse peut-être la une du Time Magazine, peut-être, donnons-nous rendez-vous dans quelques années. J'en termine donc en vous disant que toutes les dernières études montrent que l'intelligence artificielle va obliger toutes les organisations à développer la formation aux compétences dites socio-émotionnelles. Ici, chez, je crois, McKinsey, plus 24% par rapport aux besoins en compétences technologiques. Et il y a de bonnes chances, vous le savez mieux que quiconque, que beaucoup de nos tâches seront automatisées. Mais la bonne nouvelle, c'est que grâce à l'IA, on pourra revaloriser le rôle et la fonction de nos équipes. Prenons par exemple, voilà, et pour terminer, les besoins en compétences à l'horizon 2022. En gros, il y a 3 grandes idées à retenir, 3 grands champs de compétences à développer avec l'arrivée de l'IA. L'intelligence artificielle. 1, la capacité de créativité, de pensée divergente et sens critique, essentielle. Pas de pensée unique, pensée divergente, sens critique. 2, humilité, apprendre à désapprendre pour mieux apprendre à réapprendre dans ce monde nouveau, émergent. Et 3, l'intelligence dite socio-émotionnelle, la capacité, au fond, à être soi-même pour mieux comprendre et embarquer les autres. Voilà, donc l'art, et j'en termine. Nous sommes passés donc d'une économie industrielle au XIXe siècle où on avait besoin de bras.
Au XXe siècle, une économie de la connaissance où on embauchait des têtes. Nous sommes désormais dans l'ère de l'économie humaine où nous avons besoin de cœur. La capacité à coopérer et à établir de la confiance est essentielle et sera de plus en plus essentielle. Donc le vrai défi, votre défi comme le mien dans les années qui viennent, va être de combiner les 3 formes d'intelligence, l'intelligence du cœur, l'intelligence dite collective et l'intelligence artificielle. Si vous croyez en votre territoire, et moi j'y crois, et votre collectivité et votre communauté, 1400, la deuxième juste après Paris, j'ai découvert ça tout à l'heure. Si vous croyez dans la raison d'être de votre belle métropole, si vous croyez en votre capacité à vous transformer pour entraîner vos équipes dans ce formidable défi d'être un territoire comme on le souhaite, alors soyez fiers qu'on dise de vous dans 10 ans, ils ont réussi ce qui semblait impossible. Merci.